Nous allons commencer les présentations session par session. Donc, nous débutons par la session des qualifications. Alors, c'est la saison, hein, puisque le CNU 27 s'est réuni lors des 2 dernières semaines pour gérer les qualifications prof, puis maître de conférence. Et donc, dans les minutes qui viennent, nous allons vous présenter les principales caractéristiques de cette notion de qualification que l'on appelle de droit commun, donc, et qui concerne l'entrée dans le métier des maîtres de conférence et, dans une certaine mesure, de professeurs du MESR. Donc, quelques éléments généraux sur la qualification. Donc, la qualification est une procédure qui est nécessaire pour postuler en tant que maître de conférence du MESR, donc on parle de qualification MCF, ou en tant que professeur des universités du MESR. Alors, il est nécessaire d'avoir cette qualification, sauf pour les personnels qui sont déjà maîtres de conférence relevant du MESR. Donc, ça veut dire que si vous êtes déjà maître de conférence du MESR, vous pouvez repasser un autre concours pour devenir maître de conférence dans une autre université, toujours sous le régime du MESR. Et si vous voulez passer du grade de maître de conférence au grade de professeur et que vous êtes déjà sous régime du ministère, vous n'avez pas besoin, vous n'avez plus besoin depuis quelques années désormais d'être qualifié. Alors, en revanche, évidemment, la qualification est spécifique au statut de maître de conférence et professeur du MESR. Et si vous dépendez d'un autre ministère ou si vous revendiquez un poste qui dépend d'un autre ministère, puisqu'on peut être maître de conf ou professeur sous régime, par exemple, du ministère de l'Industrie ou du ministère de l'Économie, vous n'avez pas besoin de cette qualification. A fortiori également si vous revendiquez un poste de chercheur ou d'ingénieur dans une EPST telle que INRIA ou le CNRS. Donc, on est en train de parler ici d'une procédure qui est très spécifique au statut d'enseignant-chercheur sous régime du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, cette qualification, elle est accordée par une section CNU. Alors, le par est important, elle n'est pas qualifiée pour une section, mais bel et bien par une section, puisque dès que vous êtes qualifié par une section CNU, quelle qu'elle soit, vous êtes en droit de passer les concours au titre de n'importe quelle autre section CNU, même si, bien évidemment, il est quand même plutôt recommandé d'avoir la qualification au titre de la section CNU qui vous intéresse pour tel ou tel poste. En termes de durée de validité, donc désormais pour les professeurs, pour la qualification professeur, le statut de qualification est permanent. Si vous avez obtenu depuis 2 ans désormais la qualification, vous n'aurez plus besoin de la repasser et elle restera valide jusqu'à la fin de votre carrière. Pour la qualification maître de conf, c'est un petit peu différent puisque vous passez la qualification et si vous l'obtenez au titre donné par une section du CNU, cette qualification restera valide 4 années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. Donc, ça veut dire que dans les faits, la qualification dure un peu moins de 5 ans, puisqu'en général, on obtient la qualification vers le mois de février de l'année de traitement du dossier. Et donc, la qualification court jusqu'à l'année N+4. Donc, typiquement, pour les personnes qui obtiennent la qualification cette année en 2023, donc qui seront inscrits sur les listes en février 2023, la qualification restera valide jusqu'à décembre 2027. Donc, cette qualification vous permet de postuler sur un poste de n'importe quelle section CNU, comme je l'avais dit. Si vous êtes qualifié en section 27 par la section 27, vous pouvez passer par exemple un poste en section 25, 26, évidemment 27, 61 ou autre. Et elle permet, cette qualification, essentiellement de garantir les minima de compétences sur les concours. Donc, le fait d'être qualifié, ou plutôt le fait de ne pas être qualifié, ne doit pas forcément être vécu comme une sanction. Hein. Le but, c'est de ne pas envoyer au concours des jeunes collègues qui n'auraient pas encore dans leur dossier les éléments nécessaires pour espérer réussir à ces concours. Alors, comme je l'ai dit, la qualification est décernée par une section CNU, mais vous êtes en droit de demander votre qualification au titre de plusieurs sections. Alors, en ayant conscience que chaque section a généralement ses propres critères pour accorder ou ne pas accorder
la qualification. Donc, il est important d'avoir conscience et de connaître ces critères pour les sections qui vous intéressent. La qualification peut être obtenue avec des chevauchements de périodes. Par exemple, vous pouvez avoir obtenu une certaine année la qualification au titre du CNU 27 et puis obtenir 1 an ou 2 ans après la qualification au titre du CNU 61. Et donc, évidemment, chacune de ces deux qualifications reste valide pendant sa période de 4 ans et ces périodes de 4 ans peuvent se chevaucher et évidemment se prolonger les unes les autres. Si vous n'êtes pas qualifié dans une section, rien ne vous interdit de redemander autant d'années de suite que nécessaire votre demande de qualification dans cette section. En revanche, si vous êtes déjà qualifié dans une section, vous ne pouvez pas redemander votre qualification dans cette section tant que la qualification reste valide. Alors, à l'exception subtile de la toute fin de la durée de 4 ans et quelques mois, ou éventuellement la dernière année, vous pouvez redemander votre qualification pour éviter la période de carence qui peut exister entre le 1er janvier et la fin du mois de février, qui est la période de traitement des qualifications, notamment au CNU 27. Et enfin, évidemment, vous ne pouvez demander votre qualification que si vous remplissez certains prérequis. Alors, les prérequis sont assez minimaux, puisque pour la qualification maître de conférence, il s'agit de disposer d'un diplôme de doctorat, et pour la qualification professeur, il s'agit de disposer d'un diplôme d'habilitation à diriger des recherches ou de l'équivalent de ces diplômes si vous les avez obtenus à l'étranger, avec éventuellement des mécanismes de dispense ou d'équivalence, notamment pour les diplômes étrangers. Voilà, donc ça, c'était pour vous faire une présentation, on va dire, synthétique de ce qu'est la qualification, dans quel contexte la passer et pour quels objectifs. Donc maintenant, quelques chiffres. Alors tout d'abord, comme il a été dit, il existe des sessions non contingentées au niveau du CNU. Donc la session de qualification est une session non contingentée. Ça signifie que le CNU 27 n'a pas de nombre minimal ou de nombre maximal de qualifications à donner. Et donc, lorsque vous obtenez votre qualification, vous l'obtenez indépendamment de la qualité des autres dossiers. Vous n'êtes pas en concours avec les dossiers des autres candidats. Et donc, la qualification vous est décernée uniquement sur la qualité absolue de votre dossier. Donc, dans ce contexte, alors je vous donne les chiffres de 2022, mais les chiffres sont sensiblement les mêmes que nous avons eus sur la session 2023, il y a quelques jours. Donc, il y a environ, en 2022, il y a eu environ 600 candidatures à la qualification maître de conférence et environ 50 candidatures à la qualification professeur. Alors, un nombre relativement faible de candidatures professeurs, puisque les maîtres de conférence du MESR sont déjà, par définition, qualifiés ou tout du moins dispensés de qualification. Donc, sur les 600 candidatures maîtres de conférence, 500 dossiers ont été traités. Alors, le delta entre les 600 et les 500, donc la petite centaine de dossiers qui a disparu, correspond en général à des candidats qui finalement renoncent à passer cette procédure de qualification et donc informent le ministère et le CNU qu'ils ne souhaitent plus passer la qualification, ou bien, dans certains cas, malheureusement, correspondent à des dossiers qui ont été non transmis ou qui ont été déclarés irrecevables pour des raisons généralement administratives par le ministère. Donc, sur ces 500 dossiers maîtres de conférences traités, le taux de qualification, alors qui est très stable depuis plusieurs années pour les maîtres de conf, est d'environ 60%. Et on reviendra tout à l'heure sur les explications, les motivations des 40% de non-qualification sur ces dossiers. Alors, sans faire de calcul très poussé, une remarque tout de même, puisque la question est souvent posée. Tous les ans, il y a environ 300 jeunes docteurs, jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui sont qualifiés, et évidemment autant pour les années précédentes, sachant que tous les ans, il y a environ une centaine de concours maîtres de conférences en section 27 qui sont ouverts. Donc voilà, ça vous donne une idée du taux de pression qui peut exister entre le nombre de candidats qualifiés à un instant courant au titre des années N, N-1, N-2, N-3, et versus le nombre de concours qui sont mis à disposition pour cette année courante. Alors,
Donc, toujours sur les chiffres, si l'on revient sur les causes, donc les raisons de non-qualification, alors notamment au niveau maître de conf, nous ne vous donnons pas les éléments au niveau des qualifications prof, puisque maintenant le nombre de non-qualifications est très faible et donc les raisons ne sont pas forcément statistiquement représentatives. Donc, si on s'en tient à des données sur des grands chiffres, donc les dossiers maître de conf, parmi ces non-qualifications, 25%, donc un quart des dossiers non qualifiés, ne le sont pas pour des questions de qualité, mais le sont pour des questions d'adéquation avec la section. Puisque bien évidemment, comme un candidat peut passer la qualification au titre de plusieurs sections, il est très fréquent que des candidats qui ont passé des thèses ou réalisé leurs activités d'enseignement dans d'autres domaines que l'informatique tentent leur chance, en général parce qu'ils ont eu une activité qui était marginalement ou minoritairement informatique, tentent leur chance sur la qualification informatique. Donc, cela donne lieu à un certain nombre de dossiers qui ne relèvent pas de la section informatique et donc ces dossiers sont non qualifiés, non pas pour des questions de qualité, mais vraiment pour des questions de discipline. Pour les 3/4 des dossiers restants, donc des dossiers dont le CNU 27 estime qu'ils relèvent effectivement de la discipline informatique, la majorité, donc 60% des dossiers non qualifiés, le sont pour des motifs recherche, donc en général une qualité de production scientifique qui, au moment du dépôt de dossier, est encore jugée insuffisante. Alors ça, en général, c'est souvent dû au fait que les candidats à la qualification sont souvent de très jeunes docteurs qui n'ont en général pas encore eu le temps de finir de valoriser leurs travaux de thèse. Et puis, plus minoritairement, les raisons de non-qualification sont des raisons liées à l'enseignement. Et donc là, en général, les raisons portent sur une activité pédagogique qui est, au moment de la demande de qualification, jugée encore insuffisante. Et là encore, souvent dû au fait que les dossiers sont relativement jeunes. Et puis, pour une fraction beaucoup plus marginale des cas, la non-qualification est liée à la conjonction de ces deux critères, enseignement et recherche. Alors, il faut avoir conscience que dans certains cas, les non-qualifications sont aussi liées à un défaut d'information dans les dossiers, puisque des dossiers très peu renseignés peuvent nous interdire d'évaluer de façon satisfaisante justement la qualité du dossier en recherche ou bien en enseignement. Alors pour les candidats qui ont été malheureux sur la session courante de qualification, il existe des possibilités d'appel. Alors j'ai mis appel entre double cotes, puisqu'il peut s'agir d'appel ou de recours suivant les cas. Donc il y a deux grandes catégories d'appel ou de recours. La première concerne la non-qualification d'un candidat au titre de plusieurs sections CNU sur une année courante. Si un candidat dépose une candidature à la qualification sur au moins 2 sections sur l'année courante, par exemple 2023, et si l'intégralité des sections CNU auxquelles il a postulé le déclare hors section, c'est-à-dire si aucune section ne considère que son dossier relève de sa discipline, dans ce cas-là, il y a une possibilité de faire un recours ou un appel pour justement demander à pouvoir au moins bénéficier de l'évaluation de son dossier dans une section donnée sans être considéré hors section. Cette partie-là passe par une procédure spéciale qui pourra vous être décrite après si vous avez des questions à ce sujet-là. Voilà, c'est des recours qui se font au niveau national, par groupe. Donc pour la section 27, le groupe, c'est le groupe 5, 25, 26, 27. Donc les mathématiques et l'informatique, et les dossiers sont traités directement au sein de ce groupe. Deuxième type d'appel ou de recours, c'est si votre dossier a été refusé 2 années de suite. Si vous êtes non qualifié 2 années de suite, vous pouvez de nouveau faire un recours au titre des groupes et au niveau national. Alors, d'un point de vue calendaire, donc je le disais, nous terminons la saison des qualifications. Donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ont déjà déposé un dossier, ce calendrier vous est familier. Et donc, pour les autres, que ce soit pour les qualifications prof ou maître de conf, nous vous redonnons alors le calendrier ici de la campagne 2023, mais qui est à
à quelques jours près, en général, le même calendrier tous les ans. Donc, la procédure commence relativement tôt, hein, dès le début de l'année universitaire, avec l'ouverture du serveur Antares, où une première phase d'inscription est indispensable. Alors, cette phase est très rapide, elle prend une dizaine de minutes et consiste essentiellement à remplir un formulaire sur le serveur Antares, hein, qui est un sous-serveur de Galaxy. Donc c'est très rapide, mais c'est absolument indispensable, puisque si vous n'avez pas réalisé votre inscription à la date butoir, qui était cette année, le 8 novembre, vous n'avez pas la possibilité ensuite de pouvoir déposer l'ensemble des pièces de votre dossier, et donc la procédure s'arrête là pour vous. Donc si vous êtes bel et bien inscrit en novembre de l'année courante, vous voyez assigner pour chacune des sections pour lesquelles vous postulez 2 rapporteurs, et vous avez soit jusqu'à la mi-décembre, soit jusqu'à la mi-janvier. Alors ça dépend notamment pour les jeunes docteurs de la date à laquelle vous soutenez votre thèse. Et donc, avant l'une ou l'autre de ces dates, vous devez déposer l'ensemble des pièces de votre dossier. Et ces pièces sont évaluées, la recevabilité de ces pièces de votre dossier est évaluée par le ministère jusque vers la moitié du mois de janvier. Alors, nous insistons sur le fait que cette étude de recevabilité est faite par le ministère. Il y a encore quelques années, c'était les sections CNU qui se chargeaient d'évaluer la complétude des dossiers. Donc désormais, les sections CNU n'ont plus la main sur cette procédure. Et donc, le ministère se charge de vérifier que le dossier est recevable. Alors, cette recevabilité porte essentiellement sur la vérification de la présence de toutes les pièces qui sont absolument indispensables, et également, en général, sur la traduction d'un certain nombre de pièces qui pourraient être produites dans une langue étrangère. Et donc, enfin, pour les dossiers qui sont jugés recevables par le ministère et donc transmis à la section CNU, eh bien, le traitement de dossier se fait généralement vers la fin du mois de janvier, avec ensuite une saisie des résultats sur Galaxy et une mise à disposition par le ministère de ces résultats vers la fin du mois de février, c'est-à-dire avant l'ouverture de la campagne de concours synchronisés, concours maître de conf et professeur. Alors, votre dossier, alors, au titre du CNU 27, mais les éléments qu'on vous donne là sont également vrais pour les autres sections. Votre dossier doit contenir un certain nombre de pièces qui sont des pièces obligatoires. Alors, la pièce la plus importante étant ce qu'on appelle le curriculum vitae, alors qui est probablement assez mal nommé, puisque il ne s'agit pas d'un curriculum vitae au sens recrutement privé, hein. Il s'agit plutôt d'un rapport d'activité qui doit néanmoins rester bref, entre 5 et 15 pages, et qui présente, outre effectivement votre parcours, également vos activités au regard des attendus des recrutements maîtres de conf et professeurs, c'est-à-dire vos activités d'enseignement, de recherche, et en ce qui concerne la qualification professeur, vos activités d'administration et les éventuelles responsabilités collectives. Évidemment, on n'attend pas, en règle générale, d'activités spécifiques d'administration de responsabilité collective pour les qualifications maître de conférence. Autre pièce indispensable, c'est le justificatif de votre diplôme, donc diplôme de doctorat pour les qualifications maître de conf, diplôme d'habilitation pour les qualifications professeur. Également, le rapport de soutenance, donc soutenance de thèse pour les qualifications maître de conf, soutenance d'habilitation pour les qualifications professeur. Et le CNU 27 demande également des pièces spécifiques, qui ne sont pas obligatoires du point de vue du ministère, mais qui sont indispensables aux yeux du CNU 27, qui sont d'une part les rapports de pré-soutenance, donc les rapports sur le manuscrit, en général au nombre de 2 en France. Et puis également, alors c'est plus optionnel, mais il est quand même très fortement suggéré de les fournir, des justificatifs, notamment des justificatifs de votre activité d'enseignement, qui est un élément qui n'est pas vérifiable, contrairement à vos activités de recherche qui sont sanctionnées par des publications, et aussi éventuellement des lettres de recommandation qui attestent de la qualité de votre travail. Et puis enfin, vous avez la possibilité, et en général même l'obligation, de fournir des
documents, alors qui sont en général des articles de recherche, mais vous devez fournir des documents en nombre limité, 3 pour les qualifications maître de conf et 5 pour les qualifications professeurs. Donc en général, 3 articles ou 5 articles, suivant le type de qualification que vous proposez, ou éventuellement votre manuscrit de thèse, vous êtes en droit aussi de le fournir. Alors, quelques recommandations sur la construction de votre dossier. Alors, des recommandations que vous retrouverez également sur le site du CNU 27, décrites de façon beaucoup plus complète et beaucoup plus précise. Donc, un résumé ici de ces recommandations qui vous sont faites dans la note sur les qualifications. Donc, d'une part, il vous est très fortement conseillé de rédiger en français. Alors, même si la rédaction en anglais n'est pas un critère, évidemment, n'est pas un critère éliminatoire, mais voilà, il faut se rappeler que la qualification est le prérequis pour devenir enseignant-chercheur dans un établissement français et que, de fait, l'enseignement que vous réaliserez sera en français. Donc, il est tout à fait raisonnable d'imaginer que l'on étudie un dossier de qualification qui soit écrit dans la langue dans laquelle vous êtes censé enseigner tout au long de votre carrière. Donc, un document rédigé de préférence en français, alors de façon claire, synthétique et précise, donc ni trop long ni trop court, mais surtout sans ambiguïté et avec des éléments qui sont les plus clairs et les plus factuels possibles, avec pour nous la possibilité de pouvoir vérifier au mieux l'ensemble des éléments que vous fournissez. Également, il ne faut pas hésiter à expliquer et à valoriser votre parcours. Chaque candidat a en général un parcours différent qui a ses spécificités. Et donc, il est important de mettre ce qui, à vos yeux, rend votre parcours et vos expériences légitimes et valorisables dans une carrière d'enseignant-chercheur. Il ne faut pas non plus hésiter à mentionner des périodes d'arrêt au cours de votre cursus ou de votre début de carrière, hein, que ce soit des arrêts pour des raisons médicales, que ce soit des arrêts pour des congés maternité, paternité ou parentaux. En général, la justification de ces arrêts nous permet d'argumenter, évidemment avec bienveillance, les arrêts ou les creux d'activité que vous pourriez avoir au cours de votre début de carrière. Et enfin, faites preuve d'empathie avec les rapporteurs qui ont en général beaucoup de dossiers à évaluer sur des périodes très brèves. Donc, lorsque vous rédigez votre dossier, mettez-vous à la place du lecteur en essayant d'imaginer quels sont les éléments qui, à ses yeux, sont les plus importants. Donc, toujours avec l'idée d'en mettre ni trop ni trop peu et de faire en sorte que tout soit le plus compréhensible possible. Gardez à l'esprit que seul ce qui est dans le dossier est évalué, c'est-à-dire que les rapporteurs n'ont pas ni l'envie ni l'obligation d'aller chercher des informations complémentaires sur le net. Et donc, en règle générale, on se cantonnera à évaluer les éléments que vous aurez fournis dans votre dossier. Et évidemment, ces éléments doivent être les plus précis possibles et a fortiori doivent être exacts. Il arrive tous les ans que des informations fausses soient transmises, alors sciemment ou non sciemment dans des dossiers. Évidemment, ça n'est pas sans poser des problèmes aux candidats qui ont fourni de telles informations erronées. Alors, concrètement, que se passe-t-il pour votre dossier? On l'a déjà évoqué dans le calendrier, hein. Une fois que vous avez déposé l'ensemble des pièces de votre dossier sur Antares, ce dossier va donc être vérifié préalablement par le ministère, donc entre le mois de novembre et le mois de janvier. Donc, je le rappelle, cette vérification est faite par le ministère hors de toute portée du CNU. Que le CNU 27 ne peut pas argumenter a posteriori pour rendre recevable un dossier qui a été décrété irrecevable par le ministère. Donc, soyez vraiment très attentifs à fournir toutes les pièces nécessaires dans votre dossier, à produire toutes les traductions nécessaires pour les candidats qui auraient notamment passé leur diplôme à l'étranger, et même pour les résumés des articles qui doivent aussi être traduits en français. Si le ministère décrète que votre dossier est recevable, à ce moment-là, effectivement, il est transmis à la section 27 du CNU. Il est expertisé par 2 rapporteurs membres de la section.
Et lors de la session, on y reviendra, il sera présenté à l'ensemble des membres du CNU présents lors de cette session par ces 2 rapporteurs. Donc, votre dossier n'est pas évalué par 2 personnes, il est bel et bien évalué par 48 collègues sur la base des rapports qui sont fournis par les 2 rapporteurs. Donc, votre dossier sur cette base est discuté et évalué de façon collégiale et, in fine, la décision de qualification ou de non-qualification est faite par la section, c'est-à-dire par la presque cinquantaine de collègues qui sont présents lors de la session courante. Alors, le CNU 27 met en œuvre des pratiques, on va dire, déontologiques, hein, et propres à respecter l'éthique d'évaluation. Donc, Lionel, dans la présentation précédente, vous a donné les lignes générales des bonnes pratiques qui sont mises en œuvre. Donc, pour le bon traitement de votre dossier, comme il a été dit, 2 rapporteurs sont affectés afin d'avoir évidemment un regard qui ne soit pas unique sur votre rapport, mais avec la possibilité d'avoir donc un avis contradictoire de 2 collègues, en général l'un qui est expert du domaine, et puis éventuellement, même si ce n'est pas obligatoire, un deuxième rapporteur qu'on qualifie de non-expert, mais qui peut néanmoins avoir une expertise partielle et parfois complète sur la qualité scientifique de votre dossier. Et en tout cas, 2 rapporteurs, dont au moins l'un qui a un avis très pointu sur votre domaine de recherche et d'enseignement. Évidemment, il est interdit au rapporteur d'avoir quelques liens que ce soit avec le candidat, donc lien de parenté, lien professionnel, conflit d'intérêts. Il n'y a pas de communication préalable entre les 2 rapporteurs. Chaque rapporteur fait son rapport sur le dossier indépendamment de l'autre rapporteur. Donc, les 2 rapporteurs ne se parlent pas avant, ni même pendant la session, avant de présenter le dossier. Il n'y a pas non plus de communication entre les rapporteurs et le candidat préalablement, ni pendant la session. Donc, si vous écrivez à vos rapporteurs et pour quelque raison que ce soit et que le rapporteur ne vous répond pas, c'est normal. Le rapporteur ne doit pas établir de lien qui serait de nature à biaiser son analyse avant la session de qualification. En règle générale, pour les candidats qui retentent la procédure de qualification plusieurs années de suite, ils pourront constater que les rapporteurs qui leur sont assignés sont différents d'une année sur l'autre, là encore, afin d'éviter des biais sur l'évaluation des dossiers. Enfin, comme il a été dit, les rapporteurs ne sont pas décisionnaires, ce ne sont pas les 2 rapporteurs qui décident du sort de votre dossier, mais ils sont là pour argumenter des éléments qui sont dans votre dossier de la façon la plus objective possible. Donc, ils émettent un avis en fonction des critères qui sont les critères du CNU, mais évidemment, cet avis est un avis qui est consultatif et qui est ensuite révisé et complété par une décision, une discussion collégiale lors de la session. Et pour terminer, il n'y a pas de traitement géographique des dossiers, c'est-à-dire votre dossier va être traité indépendamment des dossiers des autres candidats de votre université, de votre laboratoire ou de votre ville. Et enfin, il n'y a pas d'effet mémoire, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas à savoir, avant de donner la décision sur la qualification de votre dossier, quel résultat vous pourriez avoir eu sur ce même dossier et les raisons de ce résultat au cours des sessions précédentes en cas de refus. Alors, que se passe-t-il au cours de la session? Donc, c'est une session qui est relativement longue, puisque le CNU 27 se réunit pendant presque une semaine ouvrable pour gérer notamment les qualifications maîtres de conférence. Donc, cette année, la session a notamment duré 4 jours. Donc, 48 membres, c'est-à-dire la moitié des effectifs de la mandature, se réunissent. Donc, environ 600 dossiers sont traités durant cette période de 4 jours. Donc, vous voyez que la densité de dossiers traités quotidiennement est relativement élevée. Chaque dossier est donc traité individuellement. Il n'y a pas de traitement de groupe. Tous les dossiers sont vus un par un et traités indépendamment les uns des autres. Donc, les 2 rapporteurs présentent le dossier, donc de nouveau sans consensus préalable. Le premier rapporteur qui s'exprime le plus longuement est le rapporteur qui est expert du domaine, et le second rapporteur
donne un avis qui est un avis complémentaire, éventuellement contradictoire, avec l'avis du premier rapporteur. Et donc, sur la base de ces deux présentations et sur la base aussi de questions qui peuvent être posées par les autres membres de la mandature présents, un jugement collégial, en général par consensus, permet de savoir si le dossier est qualifié ou non qualifié. Et donc, évidemment, on neutralise les conflits d'intérêts. Alors, outre les procédures évoquées en amont, relatives au rapporteur, on fait en sorte que, typiquement, un membre de la section relevant du même site et a fortiori un membre de la section ayant des intérêts avec le candidat ne puisse pas s'exprimer, voire sorte de la salle pendant le traitement du dossier de ce candidat ou de cette candidate. Alors, pour terminer, quelques critères qui sont jugés importants par la section 27 du CNU pour évaluer le caractère qualifiable d'un dossier. Évidemment, le premier critère, c'est l'adéquation du candidat avec la section. On l'a vu tout à l'heure, un certain nombre de dossiers sont jugés hors section. Donc, on qualifie en section 27 des dossiers dont on estime qu'ils relèvent suffisamment de la section 27. Alors, relever suffisamment de la section 27, ça ne veut pas forcément dire être un dossier purement informaticien. Il existe de nombreux profils qui sont à cheval ou transverses à plusieurs sections, par exemple des profils informatique mathématiques ou des profils informatiques, alors 61, sachant que la section 61, qui est la section automatique, traitement du signal, génie informatique, accueille dans ces activités certains thèmes qui sont communs aussi à la section 27, comme par exemple le machine learning ou le traitement d'images. Donc évidemment, on regarde si les dossiers des candidats sont suffisamment dans la section 27. Alors, il y a également des dossiers qui sont informatiques pluridisciplinaires. Alors, on a vu ces dernières années apparaître de nouveaux pans de l'informatique, comme la bioinformatique il y a quelques années, ou plus récemment l'informatique quantique. Donc là encore, sur ces dossiers, on est très attentif au fait que les candidats dans ces thèmes aient une activité qui soit bioinformatique et pas juste bio, ou pour l'informatique quantique, vraiment informatique et pas juste quantique au sens physique quantique. On regarde évidemment ensuite la qualité des travaux de recherche. Donc là, le CNU 27 a une vision qui est une vision qualitative et non pas quantitative. Donc, notre but n'est pas de vérifier que vous avez un grand nombre de publications de qualité. On cherche à savoir si votre travail a été de qualité. Et en général, donc, il suffit d'avoir quelques publications de qualité jugée raisonnable. En particulier pour la qualification de maître de conférence, il n'est pas nécessaire d'avoir publié en revue. Des conférences de bonne qualité suffisent notamment à qualifier les candidats. On regarde évidemment l'activité d'enseignement. Là encore, il n'y a pas de critères durs, mais on regarde si le candidat ou la candidate a enseigné suffisamment et a évidemment enseigné plutôt en informatique. Alors, en ayant conscience que pour les jeunes docteurs, évidemment, les contingences locales peuvent faire qu'il a été plus ou moins facile d'enseigner et qu'il a été éventuellement plus ou moins facile d'enseigner en informatique. Donc là encore, il n'y a pas de règle dure, mais on évalue en fonction du contexte l'effort, la motivation, la volonté qu'a eu le candidat ou la candidate à enseigner de façon raisonnable de l'informatique dans le supérieur. Et puis enfin, et là, ça, uniquement pour les qualifications prof, on regarde évidemment l'implication du candidat ou de la candidate dans les tâches administratives et les tâches d'intérêt collectif pour évaluer évidemment cet élément-là qui est un élément crucial pour revendiquer ensuite un poste de professeur des universités. Bon, tout ça pour dire qu'on regarde un certain nombre de critères, mais qu'il n'y a pas d'algorithme. L'analyse que l'on fait n'est pas syntaxique, donc chaque dossier est étudié dans sa globalité en fonction du contexte. C'est pour ça qu'il est important que votre dossier soit suffisamment bien expliqué pour que la prise en compte de ce contexte nous permette d'évaluer au mieux la qualité et la pertinence de votre dossier pour la qualification. Alors, enfin, pour la question des qualifications multiples, donc
Si vous estimez raisonnablement que votre activité est à cheval sur plusieurs sections, par exemple 26-27, mathématiques informatiques, ou 27-61, ce qui peut arriver assez souvent pour des candidats qui font du traitement d'images ou de l'intelligence artificielle, vous pouvez évidemment, et nous vous invitons à candidater dans les différentes sections, donc sans multiplier les sections de manière non pertinente, mais vraiment de postuler à la qualification là où vous estimez pouvoir ensuite être recruté en tant que maître de conférence. Voilà, j'en ai a priori terminé pour cette présentation. Donc, en termes d'annexes, vous trouverez sur cette slide un certain nombre de liens. Alors, qui vous mènent sur certaines pages du site du CNU 27, dont Lionel vous a déjà parlé, avec notamment le troisième lien qui est le lien sur la note, donc les conseils aux candidats. Et puis évidemment, le premier lien qui est le lien sur Galaxy, qui fournit des informations qui sont cette fois des informations de nature plus institutionnelle. Lionel me contredira si je dis bêtises, mais si on est déjà maître de conférence du ministère, on n'a pas besoin d'être requalifié. Alors souvent, les candidats le font parce qu'ils ont un peu peur. Enfin, souvent, ils savent qu'ils n'ont pas besoin de le faire, mais ils le font quand même pour se rassurer. Voilà, les dossiers dans ces cas-là ne sont pas traités. On fait simplement remonter au ministère que le candidat est déjà maître de conférence et donc n'a pas besoin de la qualification. Mais maître de conf ministère, on est bien d'accord. Si vous êtes maître de conf à IMT, dans une IMT qui dépend du ministère de l'Industrie, je crois, là, il vous faut la qualification. Et si vous êtes maître de conférence université sous régime du MESR, ce n'est pas nécessaire. Si vous avez fait une thèse en informatique, si votre directeur de thèse est en informatique et si vous avez été bien guidé dans la valorisation de vos travaux, en règle générale, vous avez publié en informatique. Alors, ce qui fait foi, c'est quoi? C'est le référencement. Vous pouvez regarder comment des outils de référencement de publication catégorisent les activités des revues ou des conférences où vous avez publié. Vos pairs, les gens de votre laboratoire, les gens de votre discipline, qui vous diront si telle ou telle conférence ou telle revue est considérée en informatique. Il n'y a pas de limite ferme. Il y a beaucoup de revues ou de conférences qui sont légitimes et considérées dans différentes sections. Donc voilà, on ne peut pas donner une réponse dure, mais bon, le juge de paix, c'est le regard de la communauté, donc les collègues de laboratoire, le directeur de thèse, qui en général quand même guide les candidats vers les bons vecteurs de publication. Alors, il y a pour les diplômes étrangers, thèse ou HDR, un mécanisme de dispense ou alors j'ai plus le terme exact, Lionel me contredira, mais lorsqu'on dépose avec une thèse qui est une thèse à l'étranger, le ministère se rend compte en général du caractère non français de ce diplôme et donc demande au CNU, à la section du CNU, en plus de sa décision sur la qualification ou pas, le fait qu'on accorde une dispense, c'est-à-dire qu'on considère que ce diplôme étranger est équivalent, en l'occurrence pour une qualif maître de conf, à une thèse française. Donc on peut évidemment avoir un résultat qui dit qu'on est qualifié et qu'on considère que la thèse est équivalente à une thèse française. On peut aussi ne pas être qualifié en ayant une décision du CNU qui dit que la thèse est considérée comme une thèse française. Mais toujours est-il qu'il y a cette phase où il y a une évaluation de l'équivalence entre le diplôme, qui en général est une thèse aussi, passée dans un pays étranger, et une thèse telle qu'on la considère au niveau national. À connaissance, non, mais Lionel va peut-être dire le contraire. Non, je dis pas le contraire. La seule exception, c'est si vous êtes à l'étranger, si vous êtes
dans l'enseignement supérieur à l'étranger. Mais si vous êtes dans l'enseignement supérieur en France, non, il n'y a pas de possibilité de dispense. Vous devez avoir la qualité. Alors, tout dépend de ce qu'on appelle au fil de l'eau. Il y a toujours une seule session de qualification qui est fin janvier, début février. Et donc, voilà, si on veut déposer un dossier, on le dépose comme d'habitude entre novembre et décembre, et le dossier est traité en janvier, février. Donc, non, il n'y a pas. Autant il y a des concours maintenant au fil de l'eau, mais il n'y a pas de qualification prof au fil de l'eau. Par contre, c'est ce qu'on avait dit, une fois qu'on est qualifié prof, on l'est ad aeternam. Donc, une fois qu'elle est obtenue, on n'a plus besoin de la repasser. Donc, je ne sais pas si c'était ça le sens de Au fil de l'eau. Pour les MCF relevant du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Voilà. Il y a beaucoup de MCF qui dépendent d'autres ministères. Donc, pour cela, malheureusement, ou heureusement, mais en tout cas de façon assez inhomogène, ces maîtres de conflats doivent passer la qualif, alors que les maîtres de compte du ministère n'ont pas besoin.